Il faisait un soir brumeux en 1982, dans la petite ville de Wingate. À première vue, cette bourgade du sud des États-Unis semblait tranquille, comme si le temps s'était arrêté là, entre les vieilles maisons en bois, les plantations de coton abandonnées et les routes poussiéreuses. La ville avait la réputation d'être un endroit où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient souvent gardés et où les tensions raciales étaient aussi anciennes que ses rues pavées. Bien que le sud des États-Unis ait traversé des décennies de lutte pour les droits civiques, Wingate, comme beaucoup de petites villes, vivait encore dans l'ombre d'une époque révolue, où la ségrégation raciale semblait être une norme tacite. Samuel Jenkins, un homme noir de 34 ans, avait grandi dans cette ville. Il avait connu la misère, la lutte et la discrimination, mais il avait toujours réussi à garder une attitude calme, presque stoïque face aux injustices auxquelles il faisait face. Il n'était ni un activiste, ni un homme de révolte. Son monde était plus petit, plus intime. Il travaillait à l'usine locale, où il était considéré comme un ouvrier fiable. Il vivait dans une petite maison modeste, héritée de sa mère, avec une photo de son père décédé posée sur la cheminée, un souvenir d'un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu mais qu'il avait toujours voulu honorer par son comportement. Ce soir-là, Samuel rentrait chez lui après une longue journée de travail. La chaleur de l'usine et la lourdeur de l'air extérieur pesaient sur lui. Mais rien ne laissait présager l'événement qui allait bouleverser sa vie. À quelques pas de sa maison, Samuel aperçut une scène inhabituelle, des voitures de police, des lumières clignotantes, des foules agitées. Des murmures commençaient à se répandre parmi les spectateurs. « C'est lui, l'assassin », entendit-il vaguement, ces mots résonnant dans sa tête comme un coup de tonnerre. Il se dirigea vers le centre de la scène, intrigué mais préoccupé par ce qu'il pouvait entendre. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il sentait une ombre lourde s'abattre sur lui. À peine eut-il le temps de comprendre qu'un groupe de policiers l'entourait. Ils l'attrapèrent fermement, l'amenant au centre de la scène, sous les regards accusateurs des gens qui s'étaient amassés. « Samuel Jenkins, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Michelle Crawford », dit l'un des officiers, une voix sans émotion. Le monde sembla se ralentir autour de lui. Michelle Crawford était une jeune femme blanche de la ville, connue pour sa beauté et son esprit vivace. Elle avait été retrouvée morte dans un parc la veille, son corps sans vie marqué par des blessures violentes. L'idée que Samuel puisse être impliqué dans un tel crime semblait absurde, mais dans ce coin du monde, l'absurde devenait rapidement la norme. Les policiers ne prenaient pas de gants. Samuel n'eut même pas le temps de se défendre avant qu'ils ne le forcent dans la voiture de patrouille. Les rumeurs se répandirent plus vite que la vérité, un homme noir, accusé d'avoir tué une jeune femme blanche. Samuel n'avait jamais été lié à Michelle Crawford de quelque manière que ce soit. Ils ne se connaissaient même pas, mais la couleur de sa peau, dans cette ville profondément marquée par le racisme, suffisait à faire de lui un coupable tout désigné. Et la cellule de la prison était froide, comme un cercueil sans âme. Samuel s'assit sur le banc en métal, ses pensées en tourment. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Il se repassa les derniers événements dans sa tête, mais chaque détail semblait flou. Il se souvenait des regards menaçants des policiers, des murmures des témoins qui semblaient déjà avoir décidé de son sort. Pendant des heures, il resta là, seul, dans une semi-obscurité. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait vu l'injustice de ses propres yeux dans cette ville. Il savait que beaucoup de gens, ici, n'auraient jamais accepté l'idée qu'un homme noir puisse être innocent d'un crime contre une femme blanche. Ce qu'il vivait était loin d'être une anomalie dans la réalité de Wingate. Les policiers ne l'interrogèrent pas immédiatement. Ils savaient que l'opinion publique avait déjà pris une décision, que la ville voulait un coupable. Il ne servait à rien de poser des questions. Tout ce qu'il avait à faire était d'attendre, de patienter. Une fois le procès entamé, il n'aurait aucune chance. Samuel le savait, et pourtant il continuait à chercher une issue, quelque chose qui pourrait le sortir de cette impasse. Les heures se transformèrent en jours. Les journalistes envahissaient les couloirs du tribunal, se battant pour obtenir des interviews, chacun se hâtant de donner son propre récit du meurtrier noir. Samuel avait vu des témoins dire tout et n'importe quoi. Un vieil homme, qui n'avait même pas vu le visage du suspect, jurait que c'était un homme noir. Le témoin n'avait pas remarqué si la silhouette portait un chapeau, s'il avait les cheveux longs ou courts, mais dans sa mémoire, il était sûr de quelque chose, la couleur de la peau du meurtrier.
Tout cela le rongeait. Samuel était conscient de l'enquête bâclée et de l'absence de preuves solides. Mais à Windgate, ce n'était pas la vérité qui comptait, c'était ce que les gens croyaient. Et la majorité avait déjà forgé sa version des événements. Le jour du procès, la salle était pleine à craquer. Samuel n'avait jamais vu autant de monde dans une salle d'audience, et il pouvait sentir les yeux de la communauté peser sur lui. Les bancs étaient remplis de familles blanches, de spectateurs curieux, de journalistes à l'affût du moindre détail pour alimenter leurs articles. La ville semblait vibrer autour de ce procès. Pour eux, c'était bien plus qu'un simple jugement, c'était un spectacle, une occasion de voir un homme noir répondre de ses actes dans une affaire qui, selon eux, ne faisait aucun doute. David Miller, son avocat commis d'office, semblait à peine à la hauteur de la tâche. Jeune, inexpérimenté, et visiblement dépassé par l'ampleur de l'affaire, il ne pouvait rivaliser avec la machine judiciaire que représentait l'accusation. Le procureur, Victor Harper, était un homme rusé et implacable, avec une réputation de fermeté et de conviction. Il savait comment manipuler les sentiments du jury, et il n'hésita pas à jouer sur les peurs profondes et les stéréotypes raciaux qui hantaient encore Windgate. Le principal témoin à charge, un vieil homme du nom de Walter Adams, jura que Samuel était l'homme qu'il avait vu quitter le parc où Michelle Crawford avait été tuée. Bien que l'homme n'ait jamais pu fournir de détails clairs, il insista avec une certitude extrême sur le fait que l'assassin était noir. Samuel observa la scène en silence, sentant le poids des regards accusateurs, sentant les regards se durcir autour de lui. L'absence de preuves matérielles contre lui ne semblait pas perturber l'accusation. Samuel avait été vu, selon certains témoins, dans le quartier le soir du meurtre. C'était suffisant pour accuser un homme noir dans cette ville où les préjugés étaient plus forts que la raison. David Miller, de son côté, se battait pour faire valoir l'innocence de Samuel. Il souleva des doutes sur le témoignage de Walter Adams, pointant des incohérences dans ses déclarations. Mais les membres du jury, la majorité d'entre eux blancs, semblaient déjà avoir pris leur décision. Samuel n'avait pas de chance. Peu importait la vérité. Le procès avançait à une vitesse inquiétante. Samuel savait qu'il n'avait pas de réelle chance. L'accusation avait construit son dossier autour de l'image d'un homme noir, un étranger à la ville, incapable d'influencer la perception de ceux qui l'entouraient. Mais au fond de lui, Samuel savait qu'il n'était pas coupable. Il se souvenait de la nuit de l'incident comme si elle appartenait à une autre vie. Il n'avait pas quitté sa maison cette nuit-là. Mais cela ne faisait aucune différence. David Miller, son avocat, avait étudié le dossier et fait ce qu'il pouvait avec les maigres preuves qu'il avait sous la main. Pourtant, un détail crucial échappa à l'attention de beaucoup, une vidéo de surveillance d'un magasin près du parc où Michelle Crawford avait été retrouvée morte. Ce film, qui montrait une silhouette floue quittant précipitamment le parc à la même heure du meurtre, n'avait pas été pris au sérieux par les autorités locales. Pour la police, il était trop commode de fermer l'enquête sur un suspect facile, Samuel, un homme noir. Il ne cherchait pas ailleurs. David Miller, le cœur battant, découvrit cette vidéo après avoir mené une enquête discrète dans la ville. Le film montrait clairement un homme blanc, vêtu de noir, qui se dirigeait rapidement vers une rue voisine. Ce détail était crucial. Mais pour le procureur Victor Harper, cela ne changeait rien. Il savait que cet élément était potentiellement dangereux pour son cas. Alors, il ferma les yeux sur la vidéo, ignorant délibérément son existence. Samuel, lui, était comme un spectateur impuissant de son propre sort. Il vivait chaque moment comme un poids de plus sur ses épaules. Dans la cellule de la prison, il ne cessait de se rappeler cette vidéo qui aurait pu être sa planche de salut. Il savait que cette vidéo représentait sa dernière chance d'échapper à une condamnation injuste. Mais personne ne semblait prêt à l'écouter. La ville entière avait déjà choisi son coupable. Les journées s'étiraient dans cette atmosphère de découragement total. Samuel était de plus en plus accablé par l'idée qu'il ne sortirait jamais de cette situation. Il se sentait étouffé par la pression, par l'isolement, par la manière dont son propre avenir semblait lui échapper. La ville de Windgate, pour lui, était devenue un monstre silencieux, le condamnant avant même le verdict. Les jours passaient, et chaque instant semblait le rapprocher un peu plus de la condamnation. Samuel était épuisé.
Il avait cessé de compter les heures passées dans sa cellule, chaque minute semblant s'étirer comme une éternité. Pourtant, quelque chose changea, subtilement. Loin des regards curieux et des attentes bruyantes de la ville, David Miller n'abandonnait pas. David n'était pas un avocat exceptionnel, mais il avait quelque chose que peu de ses collègues possédaient, une conscience aiguë de l'injustice systémique qui se jouait dans cette affaire. Il savait que la ville de Wingate n'était pas étrangère à des pratiques racistes anciennes, mais il n'était pas prêt à laisser un innocent être exécuté à cause de préjugés. Un soir, alors qu'il épluchait des dossiers et des témoignages en désespoir de cause, un détail attira son attention. Un témoin clé, un ancien policier de Wingate nommé John Wells, avait quitté la force quelques années auparavant. Wells avait toujours été un peu étrange, réservé, mais il connaissait la ville comme personne d'autre. Il connaissait les secrets et les mensonges, et il savait aussi que des preuves avaient été délibérément ignorées. Wells était persuadé que l'enquête avait été orientée dès le départ, principalement parce que le suspect principal était un homme noir. David prit son courage à deux mains et chercha Wells. Après quelques jours de recherche discrète, il réussit à entrer en contact avec lui. Wells, un homme d'une soixantaine d'années, accepta de témoigner. Il révéla que des preuves avaient été cachées et qu'un homme blanc, un ancien délinquant du nom de Jerry Whittaker, était le véritable suspect. Mais la police ne voulait pas enquêter sur Whittaker. Pourquoi ? Parce qu'il venait d'une famille influente de Wingate, une famille puissante qui avait des connexions politiques dans la ville. Wells savait que sa déclaration serait risquée. Il avait déjà vu trop de choses dans cette ville pour savoir que dénoncer une figure comme Whittaker risquait de ruiner sa vie. Mais il ne pouvait plus rester silencieux. David, tout en comprenant la peur de Wells, savait que c'était sa seule chance de sauver Samuel. Le lendemain, David demanda une audience au tribunal, demandant à pouvoir présenter le témoignage de Wells. Le procureur Harper, furieux de voir sa position remise en question, tenta de bloquer l'audience. Mais David, avec la ténacité d'un homme désespéré, réussit à convaincre le juge qu'il fallait entendre ce témoin. C'était la seule chance que Samuel avait. Le témoignage de John Wells fut un moment décisif. L'homme, bien qu'hésitant au début, se montra courageux. Il expliqua comment des preuves avaient été écartées, comment les policiers avaient délibérément ignoré les pistes qui auraient pu mener à Jerry Whittaker. Wells expliqua aussi que les policiers avaient consciemment cherché à accuser un homme noir, Samuel, pour clore rapidement l'affaire et apaiser la colère de la communauté blanche. David Miller savait que ce témoignage n'était qu'une petite brèche dans le mur de préjugés qui entourait l'affaire. Mais c'était une brèche. Et cela suffisait à semer le doute. Cependant, la pression sur le jury était immense. Le procureur Victor Harper n'avait pas l'intention de céder. Il faisait appel à des arguments émotionnels, insistant sur le fait que Samuel, en tant qu'homme noir, représentait une menace, un inconnu dangereux pour la société. Il évoqua le meurtre de Michelle Crawford, dépeignant une image horrifiante de violence gratuite. Il appela à la mémoire collective de la ville, une ville où les Blancs avaient toujours été les victimes et les Noirs, les coupables. Le verdict du jury arriva après une délibération longue et tendue. Samuel attendait dans le box des accusés, le regard fixé au sol. Il savait qu'une seule décision, une seule parole, pouvait mettre fin à sa vie. Les minutes s'étiraient comme des heures. Puis, enfin, le jury entra dans la salle. Le silence qui suivit était lourd de suspense. Le président du jury se leva. Et nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Un souffle collectif parcourut la salle. Samuel, d'abord figé, se laissa finalement tomber sur le banc. Le poids qui l'écrasait depuis des jours, des semaines, se dissipa dans un soupir profond. David Miller se tourna vers lui, et un sourire fatigué mais sincère éclaira son visage. Samuel n'était pas libre. Pas encore. Mais il était en vie, et c'était déjà une victoire en soi. L'histoire de Samuel Jenkins illustre puissamment la lutte contre les préjugés raciaux et l'injustice systémique, mettant en lumière la manière dont les stéréotypes et les discriminations peuvent condamner à tort un individu, simplement en raison de sa couleur de peau. Accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis, Samuel incarne le courage et la détermination de défendre la vérité face à une société qui semble déjà avoir décidé de sa culpabilité.
Cette histoire nous rappelle que la justice doit toujours se fonder sur des preuves tangibles, et non sur des préjugés ou des croyances erronées, et que même quand tout semble perdu, la vérité finit souvent par triompher. L'expérience de Samuel met aussi en évidence l'importance de ne jamais se résigner face à l'oppression, car la transparence, l'intégrité et la persévérance peuvent faire une différence décisive dans la quête de la justice. Bien que le chemin vers la réconciliation et la réparation soit long et semé d'embûches, son combat montre que le changement est toujours possible, même dans des communautés où la haine et la division sont profondément enracinées. Enfin, l'histoire de Samuel souligne l'importance de l'unité et de la solidarité dans la lutte pour l'égalité, illustrant que chaque acte de résistance et chaque voix en faveur du changement peuvent contribuer à transformer une société injuste en